Bonsoir et bienvenue pour ce rendez-vous en direct de la métropole du Grand Paris. Pendant un petit peu plus d'une demi-heure, ensemble, nous allons évoquer le rôle et le fonctionnement de la métropole du Grand Paris. Depuis plus d'un mois maintenant, vous avez été invité à déposer sur le site métropolegrandparis.fr vos questions et c'est à travers vos interrogations et vos questions que nous avons pu construire ce débat. Avec moi ce soir, en direct de la métropole du Grand Paris, deux invités. Patrick Ollier, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le député maire de Rueil-Malmaison. Vous êtes aussi le président de la métropole du Grand Paris. Manuel Echliman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous-même maire d'Asnières-sur-Seine. Vous êtes vice-président du bureau de la métropole du Grand Paris et vous êtes plus spécifiquement délégué à la communication et à l'information citoyenne. Absolument. Et c'est d'ailleurs vers vous que je me tourne tout d'abord parce que si nous sommes ici ce soir, c'est un petit peu grâce à vous, c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet. Pourquoi avez-vous souhaité ce rendez-vous vidéo sur Internet ? Parce que je pense qu'il faut communiquer sur les réalisations de la métropole du Grand Paris. Et c'est vrai qu'on a un président qui est un communicant, justement, qui a la volonté de transparence, qui a la volonté de montrer ce que fait concrètement la métropole, parce que le grand public ne sait pas nécessairement encore ce que fait la métropole. Donc on a beaucoup de moyens de communication divers et variés dont on reparlera tout à l'heure. Mais là, ce soir, le chat vidéo, c'est vraiment aussi un échange avec les citoyens, puisque les citoyens peuvent poser des questions, ils l'ont déjà fait d'ailleurs, auxquelles on répondra tout à l'heure. Donc c'est ce moyen technique, c'est ce moyen moderne de diffusion par Internet que nous voulions mettre en place et dont ce soir c'est la première. C'est une première. Alors avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, je me permets peut-être de planter le décor pour rappeler ce qu'est la métropole du Grand Paris. La métropole du Grand Paris a vu le jour le 1er janvier 2016. C'est une assemblée des maires de ce que l'on appelle la zone dense d'Île-de-France qui regroupe plus de 7 millions d'habitants, ce qui est conséquent. Plus précisément, c'est une intercommunalité de 131 communes de la zone dense et un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour être très précis dans les termes. La métropole du Grand Paris est composée de 12 territoires. Il y a Paris, d'une part, et 11 établissements publics territoriaux de plus de 300 000 habitants chacun. Les compétences de la métropole du Grand Paris, dès sa création en 2016, la métropole a dû travailler sur le développement économique et l'attractivité, sur le développement durable, l'environnement et le cadre de vie. Depuis le 1er janvier 2017, deux autres compétences, l'aménagement et l'urbanisme dans l'espace métropolitain, l'habitat et le logement. Et puis il y a même une cinquième compétence dont la métropole s'est emparée par anticipation, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. C'est ce que l'on appelle la GEMAPI. Nous aborderons tout cela en détail au cours de ce rendez-vous. Patrick Ollier, je m'adresse tout d'abord à vous pour parler du Grand Paris. C'est vrai que c'est un terme générique, on l'emploie, beaucoup de personnes emploient ce terme, pas seulement à la métropole du Grand Paris. Alors concrètement, la métropole du Grand Paris, c'est quoi ? Quel est son rôle ? Quel est son fonctionnement ? Le Grand Paris, ça n'existe pas. Le Grand Paris, c'est une expression qui dépasse la ville de Paris et qui est censée représenter effectivement ce qu'est devenu la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire la zone dense. Et c'est vrai qu'il y a la Société du Grand Paris que le président Sarkozy a créée à l'époque pour mettre en place les 200 km de métro nouveaux autour de la ville de Paris avec 67 stations. Il y a la Société du Grand Paris et il y a Grand Paris Aménagement qui est une société d'État qui est chargée de mettre en place des projets d'aménagement et de développement dans l'ère métropolitaine. Et puis depuis l'année dernière, il y a la métropole du Grand Paris. Et la métropole du Grand Paris, c'est effectivement la réunion des 131 maires qui représentent la zone dense. Est-ce qu'on pouvait imaginer que la ville de Paris soit la seule capitale d'Europe à ne pas être organisée d'une manière métropolitaine, c'est-à-dire avec les maires qui ont le pouvoir sur leur commune, qui se regroupent ensemble pour être capables de diriger d'une manière unique, commune pour les 5 compétences qui sont les nôtres, l'ensemble de la zone dense. Cela veut dire que c'est plus facile de discuter avec une métropole qu'avec 131 communes différentes pour chacune de ces 5 compétences qui sont les nôtres. C'est une première pierre à l'édifice métropolitain. Nous faisons partie des grandes villes monde, Paris, et je suis allé d'ailleurs rencontrer le président de la métropole de Londres il y a 15 jours pour voir leur expérience et leurs compétences. Ils ont beaucoup plus de compétences que nous. Ils sont arrivés beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que nous dans le regroupement. Donc nous avons du chemin à faire. Mais cette métropole, aujourd'hui, c'est la première pierre. Et avec ces 131 maires, dans un conseil métropolitain de 209 personnes, parce qu'il y a des communes qui sont importantes, comme la ville de Paris, par exemple, et qui a plus d'un délégué, et nous sommes ensemble capables de décider de notre destin commun. C'est un énorme progrès.
Et rappelons-le, 5 compétences sur lesquelles vous travaillez et depuis même pas un an d'existence, depuis janvier 2016. Ce que nous avons fait en un an est considérable et merci mille fois à tous les maires d'avoir eu assez de dynamisme pour, en l'espace d'un an, faire en sorte que la métropole, pour les maires et pour ceux qui sont au courant, la métropole soit lisible et crédible. Elle n'est pas encore au niveau des citoyens. Et justement, ce que fait Emmanuel Echliman dans le cadre de ce genre d'initiative va nous permettre de passer d'une métropole des maires à une métropole des citoyens. Parce qu'il faut que les citoyens s'approprient la métropole. Mais pour qu'ils se l'approprient, il faut qu'elle existe dans les faits, dans l'organisation politique, dans l'organisation technique. Par exemple, nous sommes élus depuis le 23 janvier de l'année dernière, pas le 1er janvier. J'insiste, parce que pour nous, en l'espace de 10 mois, nous avons fait tous ensemble un travail considérable. Et nous avons mis en place quelque chose d'original, puisque c'est historique de construire la métropole du Grand Paris. Et nous avons réussi, alors que la droite et le centre, nous sommes majoritaires, nous avons proposé à nos collègues qui sont de notre opposition, de la gauche, néanmoins de travailler avec nous, de laisser les problèmes politiciens ou politiques au vestiaire. Et on leur a dit, je leur ai dit, l'intérêt des 7 millions d'habitants est que nous soyons capables de travailler ensemble en dehors des passions politiciennes. En êtes-vous d'accord, oui ou non? En 3 semaines, on s'est mis d'accord. Ils ont dit oui, droite et gauche, centre confondus, et nous avons donc mis en place un bureau de 30 personnes, mais qui est composé, par exemple, je me cite de mémoire, il y a 3 vice-présidents front de gauche. Je ne suis pas front de gauche, M. Estiman non plus, nous sommes républicains. Il y a 3 UDI, il y a 6 socialistes, et il y a un écologiste, parce qu'il n'y avait qu'un seul maire pour représenter les écologistes à l'époque, le maire d'Arcueil, M. Brouillet, et le reste est républicain. Et Mme Hidalgo, la maire de Paris, il s'agit de la métropole du Grand Paris, ce n'est pas le Grand Asnières ou le Grand Rueil-Malmaison, c'est le Grand Paris. Mme Hidalgo, qui est la maire de la ville la plus importante, est première vice-présidente de la métropole. Et nous arrivons à travailler à 30 autour de la table sur l'ensemble de ces compétences sans difficulté. Toutes les délibérations lors du dernier conseil métropolitain qui date de vendredi dernier ont été votées à l'unanimité. Voilà, donc nous sommes fiers d'avoir à proposer ça aux métropolitains, c'est-à-dire aux habitants de ces 131 villes, parce que maintenant nous allons descendre vers eux. Emmanuel va nous préparer des réunions citoyennes pour qu'on puisse aller dans les villes, après la campagne présidentielle bien sûr, pour ne pas mélanger les genres, pour descendre dans les villes et faire des réunions citoyennes dans toutes les 131 villes. Ça va nous prendre du temps, mais on va le faire. Il y a donc, on le disait, 5 compétences sur lesquelles vous travaillez, des compétences que nous allons évoquer grâce aux questions qui ont été posées par les internautes depuis un peu plus d'1 mois. Et nous allons commencer par parler de la compétence, et la suivante, l'aménagement et l'urbanisme dans l'espace métropolitain, car effectivement, la plupart des questions qui ont été déposées sur le site métropolegrandparis.fr abordaient cette thématique. Cette compétence aménagement et urbanisme, vous vous en êtes emparé donc depuis janvier 2017, il y a quelques semaines maintenant. Cette compétence concerne beaucoup de domaines finalement. C'est la mobilité, c'est le numérique, c'est l'aménagement urbain, c'est l'environnement ou encore le patrimoine naturel et paysager. Patrick Ollier, que fait la métropole du Grand Paris pour cette compétence, pour ce champ d'action ? Alors, elle a plusieurs modalités d'action. Parce que là, vous touchez un panel très large. Oui, extrêmement large. D'abord, il faut qu'on sache, sur le plan stratégique, car la métropole est là pour faire de la stratégie, sur le plan stratégique, comment nous voulons, nous les maires, nous organiser ensemble dans le cadre de cette compétence. Donc, il faut des plans stratégiques avec une vision à long terme. Par exemple, dans le cadre de tout ce qui est la transition énergétique, le développement durable, la lutte contre la pollution, c'est une de nos compétences. Nous allons mettre en place le plan climat-air-énergie métropolitain. Il va falloir à peu près 1 an pour construire ce plan pour les 131 villes. Nous sommes assistés par des cabinets très compétents, car nous n'avons pas beaucoup de personnel à la métropole. Nous sommes une administration de mission, non pas une administration de gestion. Nous avons 40 personnes, c'est tout. Nous faisons donc appel à des cabinets chaque fois qu'on a besoin, de telle sorte que le vice-président qui s'occupe de la mise en place de ce schéma, de ce plan, qui s'appelle Daniel Guiraud, qui est le maire des Lilas, maire socialiste et vice-président qui s'occupe très bien de ce secteur-là, a déjà commencé les travaux pour mettre en place ce plan climat et énergie. Et lorsque le plan sera terminé, qu'il sera approuvé par notre conseil métropolitain, à partir de ce plan, nous allons prendre des décisions.
C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas voté le plan, avec une vision stratégique à long terme, on ne peut pas prendre de décision. Et ces décisions toucheront probablement des sujets qui concernent, par exemple, les pastilles, les vignettes anti-pollution, etc., que nous avons la compétence et la qualité de pouvoir mettre en place avec d'autres décisions, mais nous ne pourrons le faire que lorsque le plan sera fait. Deuxièmement, nous avons le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. C'est-à-dire, ce schéma de cohérence territoriale, c'est la colonne vertébrale à long terme de la métropole du Grand Paris, des 131 villes. C'est-à-dire que ce schéma, dont est chargé le sénateur Philippe Dallier, le maire de Pavillon-sous-Bois, qui est le vice-président chargé du SCOT, ce schéma va commencer à être construit là, dans les 3 semaines qui viennent. Les réunions ont déjà commencé à avoir lieu et on va rentrer dans le vif du sujet. Et ce schéma va prévoir, vous parlez d'urbanisme, on peut parler de développement commercial, on peut parler de zones artisanales, on peut parler de zones d'activité, on peut parler d'organisation des espaces, de l'ensemble des espaces de la métropole. C'est le SCOT qui va fixer à long terme la manière dont tous ces éléments vont être pris en compte et la proportion de ce qu'il faut faire ou pas dans tel ou tel domaine. Là, il faut plus de temps. Un SCOT, il faut un minimum de 2 ans pour le faire. Par exemple, j'ai demandé à Philippe Dallier ce qu'il a fait d'aller à Lyon. Il était allé il y a 3 ou 4 mois avec le préfet de Gosse, qui est le directeur général de nos services, pour se rendre compte de l'excellent travail qu'a fait M. Collomb, Gérard Collomb, le président de la métropole de Lyon, qui a déjà mis en œuvre son SCOT. Donc on profite de la bonne expérience des autres pour que nous puissions aller rapidement pour faire notre SCOT. Et lorsque le SCOT sera fait, ce schéma sera fait, ça sera très facile qu'on y entre tous ensemble pour construire petit à petit comme une sorte de mécano la métropole, ce que sera la métropole du Grand Paris dans 10 ou 15 ans. J'ai une question très précise d'un francilien de Chelles, en précisant que Chelles ne fait pas partie de la métropole. Mais justement, ce francilien s'interroge, il pointe la fracture qu'a créée le périphérique. Et cet internaute s'interroge sur les frontières du Grand Paris. Et surtout, il voudrait savoir si, à terme, le territoire de la métropole est amené à s'étendre. Très bonne question. D'abord, gérons la métropole telle qu'elle est. 131 communes déjà ? Oui, avant d'aller plus loin. Un jour viendra où la loi devra être revue. Elle devra être revue d'abord pour qu'on ait, et ce monsieur de Chelles a raison, la totalité de la zone dense, car il nous manque encore quelques parties de la zone dense. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement a fait ça. Mais c'est vrai que du côté de Roissy, il nous manque une partie de territoire de la zone dense. Il faudra revoir la loi aussi pour le budget de la métropole, qui n'est pas à la hauteur des enjeux de la métropole. Il faudra revoir la loi pour le statut des établissements publics territoriaux, qui ne sont pas organisés comme ils devraient l'être. Bref, il faudra revoir la loi aussi pour supprimer un élément parmi le millefeuille. Nous ne sommes pas une feuille de plus, puisqu'on ne lève pas l'impôt et nous n'avons pas d'administration. 40 personnes, ce n'est pas une administration énorme. Donc on est plutôt un facilitateur qu'un échelon de plus. Mais quand même, il y a probablement à revoir la loi pour soit supprimer les départements dans l'aire métropolitaine et répartir leurs compétences entre la région, les territoires et la métropole, soit, ce que je préfère moi, recréer ce que Sarkozy avait fait, c'est-à-dire le conseiller territorial, pour coller les départements à la région, ce qui supprime de la même manière un échelon territorial. Donc je répète, je suis plutôt pour cette solution-là. Mais il faudra le faire. Alors ce monsieur de Chelles pose une question excellente, c'est l'effet de seuil. Il y a un périmètre de la métropole, à l'intérieur on s'organise, et puis ceux qui sont de l'autre côté de la rue, ou de l'autre côté de la commune, se disent, mais cet énorme truc qui arrive là, et nous, qu'est-ce qu'on va devenir ? Il y a toujours des effets de seuil. Vous êtes dans la région Île-de-France, ceux qui sont de l'autre côté de la rue, qui sont dans l'autre région, se disent, la région Île-de-France est riche, nous on est pauvres, pourquoi on n'est pas chez eux ? Vous êtes dans un département, par exemple des Hauts-de-Seine, un département qui est riche, puis vous êtes dans un département à côté de la Seine-Saint-Denis, un département qui l'est peut-être un peu moins, pourquoi vous n'êtes pas dans l'un et pourquoi vous êtes dans l'autre ? Il y a toujours un effet de seuil. Alors nous avons décidé, premièrement, de préparer la manière, la méthode de travail qui va permettre de, pas supprimer, mais limiter l'effet de seuil. J'ai réuni tous les présidents des établissements publics intercommunaux qui sont limitrophes à la métropole, à l'extérieur de la métropole. Donc il y a un échange, un dialogue. Pour leur dire, voilà, il y a un effet de seuil, on ne le conteste pas, mais on veut faire en sorte, en travaillant avec vous,
vous aider à supprimer l'effet de seuil sur les 5 compétences de la métropole. Pas autre chose, mais les 5 compétences. Je vous propose de conclure avec la métropole un protocole ou une convention stratégique de coopération sur ces 5 thématiques. Et s'il y a dans nos projets métropolitains pour vous quelque chose qui vous intéresse, à ce moment-là, on peut même aller avec ces conventions sur du financement pour vous aider à financer des thématiques propres à la métropole, pour supprimer tant que faire se peut l'effet de seuil. Donc vous voyez qu'on a déjà pensé à ça alors qu'on n'a pas mis en place toute notre existence. Sur Chelles particulièrement, M. Brice Rabast, qui est le maire de Chelles, le sait mieux que quiconque, il nous a demandé de l'aider sur un projet, je ne vais pas rentrer dans les détails, de Chelles, parce qu'il s'est senti un peu seul sur le plan du financement. Eh bien, le bureau de la métropole, Manuel, a accepté, même s'il n'est pas Chelles dans la métropole, de lui apporter un soutien pour montrer cette volonté qu'on a d'aider au-delà des limites. On leur a attribué, je crois, 800 000 euros c'est quand même pas rien, une subvention de 800 000 euros sur ce projet-là, qui est un projet très, très mobilisateur pour Chelles. Voilà, donc déjà la métropole, je réponds à notre interlocuteur, a pris en compte ce problème et a déjà en partie apporté des réponses à ce problème. L'aménagement de l'espace est forcément lié à l'habitat et c'est ce qui recoupe aussi une autre compétence de la métropole du Grand Paris que nous allons aborder. Depuis le début de cette année 2017, l'habitat et le logement sont un autre champ de compétences de la métropole du Grand Paris. Alors dans les témoignages des internautes reçus depuis un mois sur le site de la métropole, on sent une grande préoccupation des métropolitains pour les questions autour du logement social et de la réhabilitation du parc immobilier existant. Monsieur Ollier, là encore, comment la métropole du Grand Paris s'est-elle saisie de cette compétence? Alors que les choses soient claires. Parce que beaucoup de personnes vont très vite, avec des raccourcis un peu trop rapides, au fait que nous sommes compétents pour le logement. Nous ne sommes pas encore compétents. Nous sommes compétents depuis le 1er janvier dernier pour la planification. Là, on retombe dans les fameux schémas. C'est-à-dire que la métropole est compétente pour créer le PMHH, c'est-à-dire le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. C'est-à-dire c'est ce plan qui, une fois qu'il sera réalisé avec les 131 villes, et là, on a jusqu'à fin décembre 2018 pour le mettre en œuvre, pour le réaliser. Et lorsqu'il sera réalisé, on le fera voter et on le mettra en œuvre. Automatiquement, la loi nous oblige à ce qu'il soit réalisé et commencer à être mis en œuvre le 1er janvier 2019. Jusqu'à cette date-là, nous n'avons que la compétence pour mettre en place, pour réaliser ce plan, pour travailler à ce plan. C'est-à-dire pour prévoir toutes les conséquences de la mise en place des propositions d'habitat qui vont permettre de construire à peu près 39 000 logements, c'est ce que la loi nous impose, sur l'aire métropolitaine. Donc c'est à nous, entre maires, de se mettre d'accord, de se décider dans ce plan métropolitain. Et seulement lorsque ce plan sera achevé, au 1er janvier 2019, nous commencerons à avoir la deuxième compétence, c'est-à-dire la compétence opérationnelle pour le logement. Et c'est là que nous commencerons à apporter des financements pour des aides à la construction, c'est des aides à la pierre, dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan métropolitain. Là et là seulement, et pas avant. Donc celles et ceux qui pensaient que nous étions compétents sur le financement dès le 1er janvier 2017 se sont trompés. Alors plus précisément, vous vous en doutez, les questions des internautes portent sur le coût du logement et la production de logements sociaux. Comment la métropole du Grand Paris peut-elle intervenir? Comment intervient-elle d'ailleurs? Et comment soutient-elle l'extension de l'encadrement des loyers à l'ensemble des 131 communes? Elle n'a pas cette compétence-là, je viens de vous le dire. Elle ne s'intéressera à ce problème qu'à partir du 1er janvier 2019, c'est la loi. Donc jusque-là, nous n'avons pas à nous préoccuper de ce problème. C'est la loi, on ne peut pas faire autre chose que la loi, ce qu'elle nous indique. Nous avons à construire notre fameux plan qui va nous permettre d'envisager l'avenir pour nos 131 villes, pour la construction et la production de logements en faisant des quotas de logements par ville. Hein. C'est la métropole qui va avoir cette responsabilité de décider pour faire en sorte de régler, tant que faire se peut, les problèmes de logement dans l'aire métropolitaine. Et à ce moment-là seulement, on arrivera à des aides financières pour la construction. Et à ce moment-là seulement, on pourra envisager de discuter de ce que vous venez de dire, mais pas avant. Alors, Manuel Echliman, là je me tourne vers vous, mais plus avec votre casquette de maire d'Asnières-sur-Seine. Comment voyez-vous cela, cette aide que peut-être la métropole du Grand Paris pourra vous apporter plus tard?
L'aide, elle viendra en son temps, comme l'a dit le président Ollier. Simplement, d'ores et déjà, ce qui est important pour nous, les maires, c'est qu'il y ait cette planification, ce pouvoir de planification de la métropole. Et plutôt que d'avoir un diktat qui vient d'en haut en nous disant le nombre de logements, la localisation des logements, là, on va pouvoir, en tant qu'assemblée de maires, justement, et tout à l'heure le président Ollier en parlait, de cette assemblée de maires, c'est important, c'est concret, on travaille entre nous, dans l'intérêt des populations, mais on va pouvoir travailler ensemble sur cette localisation, sur ce nombre de logements. Nous, à Asnières, on construit à peu près 400 logements par an. Ce sera le cas jusqu'en 2022, au moins. Donc, on veut avoir un interlocuteur responsable, raisonnable, et travailler en concertation. Et c'est vrai que cette possibilité, ce pouvoir de planification de la métropole du Grand Paris nous amènera à pouvoir avoir des résultats beaucoup plus précis, travailler de façon chirurgicale, avec des gens qui savent de quoi ils parlent, avec des maires, avec une assemblée de maires. Être bien le... Monsieur Ollier, vous vouliez ajouter quelque chose? Ce que vient de dire Manuel, c'est important. La gouvernance de cette compétence a été donnée à une équipe qui est constituée de 2 personnes à droite et 2 personnes à gauche. C'est important. Et c'est cette équipe-là qui va travailler sous la responsabilité de Christian Dupuis, qui est le maire de Suresnes, et d'Olivier Klein, qui est le maire de Clichy, Clichy-sous-Bois. Lui étant socialiste, Christian Dupuis étant républicain, assisté de Michel le prêtre, qui lui est le président du T11, et qui est du territoire, et qui lui est front de gauche, et assisté également de Madame Maroun, qui est la première adjointe du maire d'Aulnay-sous-Bois, et qui elle est républicaine. Donc 2 à droite, 2 à gauche. Et c'est cette équipe qui va conduire ce que Manuel appelle la planification, il a raison, c'est-à-dire la mise en place de ce PMHH. Donc ça prend du temps, ça se construit, et lorsque ça sera construit, ensuite on l'appliquera, et à partir de là on paiera, pas avant. Je dis pas avant parce qu'il y en a qui pensent qu'on doit tout de suite le faire, et il y en a même qui s'interrogent s'ils doivent continuer à financer le logement social par rapport au fait que la métropole est compétente. Je réponds très clairement, la métropole n'est pas encore compétente pour le financement. Être bien logé, cela veut dire vivre mieux, ce qui nous amène au développement durable, à l'environnement et au cadre de vie. Cette thématique, un développement durable, environnement, cadre de vie, font partie des compétences de la métropole du Grand Paris, et ce depuis sa création en janvier 2016. La métropole du Grand Paris intervient notamment dans la lutte contre les nuisances sonores et soutient les actions de maîtrise de la demande d'énergie. Un sujet est ressorti dans les questions qui ont donc été posées par les internautes sur le site de la métropole depuis un mois. Forcément, c'est la pollution de l'air. Il y a là une vraie préoccupation, voire une réelle inquiétude. Les pics de pollution, on le sait, sont de plus en plus nombreux. Ce fut le cas il y a encore quelques semaines. Les conséquences sur la santé se font sentir. Alors Patrick Ollier, forcément, on a envie de vous interroger aussi sur ce sujet. Quelles actions ont été ou seront mises en place par la métropole du Grand Paris pour lutter contre la pollution aux particules fines à l'échelle du territoire ? Alors je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avant de prendre des mesures concrètes, voire même contraignantes, il faut qu'on ait mis en place notre plan, parce que c'est la loi climat, air, énergie, que le vice-président Guiraud commence déjà à travailler avec ses équipes, et qu'on le fasse adopter par le conseil métropolitain. Et je répète, ça prendra facilement 1 année. D'ici là, nous avons déjà pris des mesures. Une première qui peut paraître banale, mais qui est quand même intéressante, c'est que nous offrons 5 000 € à toute personne ayant un véhicule polluant, immatriculé avant 1993, c'est-à-dire un vieux véhicule, capable de nous apporter le certificat d'instruction de ce véhicule, et nous offrons 5 000 € pour acheter un véhicule neuf. C'est une initiative qu'on a prise. Alors on l'avait prise au départ, on souhaitait la prendre pour les artisans et les commerçants, pour leur permettre de changer leurs vieux engins avec bien sûr des véhicules propres aujourd'hui, électriques ou autres. Très bien, mais malheureusement, on ne peut pas le faire parce qu'on a demandé une délégation de pouvoir à la région qui est compétente dans ce domaine et qui n'a pas cru bon nous donner la délégation de pouvoir. Donc j'espère que la région va s'occuper d'apporter ce genre de subvention, et nous sommes retournés vers l'ensemble des citoyens pour proposer à l'ensemble des citoyens donc cette possibilité. C'est une première parce qu'on a voulu, ça s'appelle Métropole Roule Propre, je crois que j'ai vu ici... Voilà, c'est ça. Et c'est une première initiative qu'on a prise, alors que vraiment on n'est pas encore tout à fait structuré, parce qu'on a voulu montrer que nous engagions résolument dans la lutte contre la pollution. Deuxièmement, nous avons créé un observatoire
de la pollution, notamment à l'issue des mesures prises par Anne Hidalgo sur la fermeture des voies sur berge. La métropole n'est pas compétente pour discuter des moyens de transport. D'abord, c'est la région qui est compétente sur les transports, et puis c'est les mairies qui, chacune chez elles, sont capables de dire, après les décisions de leurs conseils municipaux, que ce soit Asnières, toi ou moi à Rueil, ou Anne Hidalgo à Paris, voilà ce qu'on veut faire pour telle rue, voilà si on veut fermer une rue ou pas, là, en l'occurrence des voies sur berge, et nous respectons les décisions prises par les maires, à commencer par la maire de Paris. Eh bien, à partir de là, ça veut dire qu'on veut quand même tirer les conséquences de cette fermeture. Donc on a créé un observatoire scientifique sur la pollution et sur le bruit. Et cet observatoire va se réunir dans quelques jours à nouveau. Il s'est réuni 3 fois déjà. C'est la professeure Juste, qui est la chef du service d'allergologie de l'hôpital Broussais, qui dirige notre comité scientifique. Et il y a des techniciens qui viennent de la préfecture de police, d'Airparif, de Bruitparif. Nous avons dépensé 200 000 € pour que justement Airparif et Bruitparif puissent mettre des capteurs pour l'air, la pollution de l'air, et pour le bruit, qui permettent d'avoir une vision générale de toute la superficie de Paris et de l'entrée par l'est ou de l'entrée par l'ouest dans la ville de Paris, pour voir les pollutions de transfert, parce qu'il y a certainement des flux de transfert. En ce moment même, à l'heure qu'il est, le préfet qui dirige les services de la métropole est à la préfecture de police, à une réunion qui a été provoquée par le préfet de police pour justement voir s'il ne faut pas discuter à nouveau de problèmes de mesures à prendre en cas d'augmentation de la pollution. Donc nous sommes parfaitement au fait, bien sûr, nous sommes parfaitement au fait, mais on ne peut agir que dans le cadre de nos compétences. À l'issue de notre observatoire, au passage pour les voies sur berge, il est prévu un rendez-vous, c'est-à-dire au bout de 6 mois, donc ça va être vers le mois de mai, une réunion avec la maire de Paris pour tirer les conséquences de ce que l'observatoire aura observé, de la manière la plus indépendante qui soit et la plus objective qui soit. Et à partir de là, on verra ce qu'il faut faire. Ce qui est certain, c'est que je suis très sensible aux arguments de celles et ceux qui disent que les particules fines tuent. Et c'est vrai qu'on m'a cité un chiffre de 8000 personnes, je ne sais pas si c'est scientifiquement vérifié, mais si c'est ce chiffre, qui meurent par l'influence des particules fines dans l'aire métropolitaine. C'est quand même très inquiétant. Et il est notre devoir d'élus d'anticiper et de faire ce que d'autres ont fait très bien à Séoul. J'ai rencontré le maire de Séoul, d'ailleurs, le gouverneur de Séoul, qui a pris des mesures brutales de fermeture d'un immense boulevard qui partageait la ville. Ce qu'ils ont fait à Mexico, ce qu'ils ont fait à Londres, péage à l'entrée de Londres, etc. Ce qu'on fait dans toutes les villes où la pollution est un résultat de la modernité pour lequel il faut prendre des mesures d'autorité très fortes pour la contrôler. Je voudrais qu'on parle de mobilité douce rapidement, parce que le déplacement vélo, c'est peut-être une façon aussi de lutter contre la pollution de l'air. Qu'en est-il de l'extension du Vélib et monsieur le maire d'Asnières, Manuel Aeschlimann, Asnières aura-t-il son Vélib ? On l'espère. Et là encore, on a un exemple précis et concret de l'intervention de la métropole du Grand Paris pour aider les communes. Parce qu'une station Vélib, c'est 35 000 €. Et depuis des années, on travaille sur ce sujet, on a fait partie d'un groupe de réflexion. Et 35 000 €, la station, c'est cher. Donc on s'était dit, et on avait constaté avec beaucoup de communes qu'on ne pouvait pas donner suite. Mais là, la métropole du Grand Paris a voté une aide pour les communes qui vont mettre en place ces stations Vélib. Donc ça nous fait réouvrir le dossier et revoir effectivement la possibilité d'en implanter. Donc on retravaille là-dessus, mais c'est vrai que c'est une aide qui est conséquente et je pense que c'est utile pour nos collectivités, pour nos communes, d'avoir du Vélib. Pourquoi seul Paris et les villes avoisinantes y auraient-ils droit? Alors simplement, c'est vrai qu'à Paris, ça fonctionne avec l'attrait de la publicité qui paye le dispositif. Nous, c'est différent, c'est comme ça. Mais en l'occurrence, avec la métropole du Grand Paris, on le revoit encore une fois. C'est une action qui apporte un plus au développement des communes, au développement des services aux habitants. Donc c'est très concret. On va rester dans Monsieur Ollier, rapidement. Si je peux terminer, parce que ce que dit, moi je remercie sincèrement Manuel Aeschlimann qui vient de faire un scoop sur la décision de sa ville et je la remercie. Moi pour Rueil, j'ai le Mont Valérien, j'ai besoin de vélo électrique, hein, je préfère le dire, hors plaisanterie. Mais en plus il y aura 30% de vélo électrique dans les propositions faites par les futurs prestataires de services. J'ai exigé de la part du syndicat Vélib, syndicat qui vient de se mettre en place, à la demande du bureau de la métropole, hein, j'ai exigé que la métropole soit présente et que nous soyons représentés à la gouvernance de ce syndicat.
premièrement. Deuxièmement, nous avons également exigé que nous soyons présents à la commission d'appel d'offres pour le choix du prestataire de service. De telle sorte que si on nous demande de participer, ce que Manuel vient de vous dire et qui est vrai, on sache qui on a choisi et qu'on participe au choix, même si nous ne sommes pas majoritaires, et qu'on sache exactement les contraintes imposées. Car le chiffre cité par M. Aeschlimann est un chiffre maximum. La fourchette est entre 25 et 35 000. Moi, je préfère choisir quelqu'un qui propose 28 ou 30 000 plutôt que quelqu'un qui veut faire payer 35 000. Donc, on va être très, très vigilant dans la commission d'appel d'offres et j'attends d'un jour à l'autre la réponse de Mme de la Gontrie, la présidente du syndicat, pour me confirmer que nous sommes bien intégrés. À partir de là, on mettra 4 millions par an au pot, comme on dit, et même plus si c'est nécessaire, pour apporter une aide de 10 000 euros par station. Toutes les stations seront des stations nouvelles, hein. Même les anciennes qui existent aujourd'hui, hors Paris, les anciennes qui existent aujourd'hui seront supprimées parce que M. Decaux s'en va et le système sera complètement démantelé. Donc ce sera toutes des stations nouvelles et on envisage donc en gros 400 stations, donc 10 000 euros, ça fait 4 millions et le Conseil métropolitain a voté la mise en œuvre de ces 4 millions. Et plus si affinité. Donc affaire à suivre. Alors, si je peux terminer, pardon, excusez-moi, vous m'avez lancé, je continue. C'est bien de se battre pour élargir Vélib. C'est la métropole qui a pris l'initiative il y a 1 an de demander à la maire de Paris et à Mme de la Gontrie, au syndicat, de travailler avec nous pour élargir Vélib sur l'ensemble du périmètre métropolitain. C'est la métropole qui a pris l'initiative. Tiens, je remercie Anne Hidalgo qui a accepté le principe et qui a dit d'accord, on va travailler ensemble. Et ça se passe très bien, pas de problème. Et puis on s'est dit en même temps, on a un fonds d'investissement métropolitain qui ne va pas chercher loin, mais qui tourne autour de 70 millions d'euros. Et on s'est dit, Manuel se souvient très bien des discussions qu'on a eues, c'est le moment ou jamais, puisqu'on a l'idée d'élargir Vélib, de subventionner des travaux de pistes cyclables dans l'aire métropolitaine. Et nous avons dégagé plus de 3 millions d'euros sur ce fonds pour créer des connexions de pistes cyclables entre la ville de Paris et la première couronne et des connexions entre les villes de la métropole. Et à partir de là, on favorise le développement de la pratique du vélo avec le renforcement des pistes cyclables. Et 2, on élargit Vélib à l'ensemble du périmètre métropolitain. Donc les habitués de Vélib pourront se servir des pistes cyclables que la métropole contribue à construire. Voilà, je voulais vous expliquer ça parce que c'est important que vous voyez qu'au bout d'1 an, on n'a quand même pas perdu notre temps et qu'on est vraiment dans des actions pratiques. On va rester, si vous le voulez bien, dans l'univers de l'environnement pour parler de cette autre compétence dont vous vous êtes emparé depuis cette année, à savoir la GEMAPI, cette GEMAPI qui est la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Vous le savez, c'est un sujet qui revient chaque année dans l'actualité. Dès que les fleuves montent, dès que le zouave du pont de l'Alma a les pieds dans l'eau, tout de suite on s'interroge et reviennent même à la mémoire les images de la dernière grande crue de 1910. On sait qu'une crue importante est attendue dans les années à venir. Doit-on s'attendre à voir à nouveau les députés aller à l'Assemblée nationale en barque? De quelle façon la métropole du Grand Paris anticipe-t-elle pour prévenir les conséquences d'une crue centenale? Hélas, la métropole ne sait pas faire de miracle. Et je ne sais pas si la crue centenale va nous tomber dessus l'année prochaine ou dans 10 ans. Je n'en sais rien, vous non plus. Bien, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle va arriver. Donc ce que la métropole veut faire, c'est s'intéresser au sujet et travailler intelligemment avec tous les acteurs, l'État, les collectivités concernées, pour dire, voilà, maintenant on va travailler ensemble, on va créer un syndicat commun jusqu'à l'amont. Jusqu'à l'amont, c'est-à-dire au fin fond de la Haute-Marne, pour faire en sorte de se mettre d'accord sur les équipements à créer, sur le coût de création de ces équipements, et enfin sur les modalités de financement, et à partir de là, sur un calendrier de réalisation. Je schématise et je vais vite. C'est le message que j'ai porté au nom de la métropole aux réunions qui ont eu lieu sous l'autorité du préfet de région Karenko, qui vient de quitter ses fonctions pour être président de la commission de régulation de l'énergie. Mais il nous a beaucoup aidés et au cours de ces réunions, on a été très précis dans notre volonté. C'est Sylvain Berrios, qui est le maire de Saint-Maur-les-Fossés, qui est vice-président de la métropole chargé de la GEMAPI, qui suit ce dossier particulièrement.
Et Sylvain et moi étions encore en discussion hier, parce qu'une réunion est en train de se préparer avec l'établissement public des barrages que préside M. Moloussi, et qui doit forcément, de par la loi, se transformer dans ce fameux nouveau syndicat que moi je souhaite qu'on crée à partir de la métropole, qui a la compétence, normalement à partir de l'année prochaine, 2018. Et c'est là que j'ai demandé qu'on vote au Conseil métropolitain, dès à présent, pour s'emparer de la métropole à partir du 1er janvier 2017, pour ne pas attendre de perdre encore un an de plus, tellement que c'est pressé. Donc on a des réunions en ce moment, et M. Berrios est à la manœuvre, et je pense qu'on va rapidement se mettre d'accord. Il y a un nouveau préfet de région qui arrive la semaine prochaine, M. Delpuech, je le salue au passage, que je connais très bien par ailleurs, et il y a un futur gouvernement qui va arriver après l'élection présidentielle avec un nouveau président de la République. Tout ceci va permettre, j'espère, d'accélérer le processus. Car le problème, c'est qu'on évite ce calendrier dont je vous parle, pour qu'on puisse faire rapidement, c'est des rehaussements de barrages s'il le faut, ou de nouveaux barrages s'il le faut, je schématise, et je ne sais pas ce qu'il faut faire, ou si je le sais, je ne le dirai pas. Il faudra qu'on en discute ensemble pour que rapidement on rentre dans la réalisation. Par exemple, la métropole a décidé d'aider sans attendre pour la zone, la vanne écluse de Joinville. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce problème, qui est une vanne écluse, il y a, je crois, 3 millions d'euros de travaux, qui manquait de financement pour être mise en œuvre. C'est quand même 40 cm de hauteur en cas d'inondation pour tout l'ensemble de la presqu'île, Saint-Maur, etc., jusqu'à Joinville. C'est très important. Et pour les gens qui habitent là-bas. Et la métropole, tout de suite, en juillet dernier, a dit on vous apporte les 250 000 euros qui manquent parce que vous en avez besoin. Et enfin, les travaux ont commencé. Cette vanne écluse va être réalisée. Ouf, c'est un premier chantier qu'on a mis en œuvre, qui est tout petit, hein, mais je souhaite qu'il y en ait beaucoup d'autres très rapidement, parce que ce n'est pas une plaisanterie. Et que le fait de s'intéresser à la prévention des crues est d'intérêt public. Et que celles et ceux qui habitent le long de la Marne ou de la Seine savent très bien ce que je veux dire. La ville de Rueil, dont je suis maire, a été victime des inondations. On a pendant 4 jours apporté en barque les premiers secours, entre guillemets, à des familles qui étaient coupées de tout parce que leur pavillon était entouré d'eau. C'est quand même quelque chose de dur à vivre pour tout le monde. Voilà. Donc nous sommes volontaires pour aller très vite dans cette direction. Un sujet sur lequel vous êtes sensibilisé. Vous les avez évoqués tout à l'heure, Monsieur Ollier, il y a d'autres villes métropoles dans le monde. On peut citer Londres, New York ou encore Shanghai. On constate une rivalité entre ces villes, voire une compétition. Et dans ce contexte, la métropole du Grand Paris est chargée de renforcer l'attractivité et la compétitivité du territoire. Forcément, cette attractivité de la métropole se fait au bénéfice du territoire national. On peut évoquer les Jeux Olympiques de 2024. Paris est en compétition face à Budapest et Los Angeles. La France a aussi été le premier pays à se déclarer candidat pour l'exposition universelle de 2025. Et 7 sites franciliens sont candidats pour accueillir cet événement. Les médias s'en sont aussi largement fait l'écho il y a quelques mois, suite au remous suscité par le Brexit à la City de Londres. Paris espère bien récupérer quelques dizaines de milliers d'emplois. On sent qu'il y a là un véritable dynamisme. Comment cela se traduit-il avec les grandes villes mondes? Est-ce qu'il y a une réelle compétition? Vous parliez quand même tout à l'heure des échanges que vous avez avec les élus de ces autres grandes métropoles. C'est une compétitivité, c'est un partenariat, comment voyez-vous cela? Alors, d'abord c'est un réseau. C'est un réseau. Quelqu'un a dit que le 21e siècle serait le siècle des villes-mondes, et je crois qu'on est en train de le construire. Donc c'est un réseau de ces villes-mondes. Pour l'instant, il y a 40 villes qui participent à ce réseau mis en place et qu'anime très bien d'ailleurs Anne Hidalgo, et dans lequel je me suis retrouvé brutalement il y a quelques mois en tant que président de la métropole, et j'ai découvert des gens absolument extraordinaires qui ont les mêmes préoccupations que nous. Donc c'est un réseau qui nous permet d'échanger. La même préoccupation que nous, c'est la pollution. Tous, de la même manière. Et ils prennent des mesures beaucoup plus draconiennes que les nôtres, au passage. Bien. Et à partir de là, il y a de la solidarité, il y a des échanges, et il y a des points de vue qui, effectivement, nous permettent de nous inspirer de ce qui est fait ailleurs, qui n'est pas fait encore chez nous, et peut-être eux de s'inspirer de ce qu'on commence à faire chez nous, qui n'est pas fait non plus chez eux. Très bien. C'est dans ce réseau. Mais il y a de la compétition aussi. Alors la compétition, je ne sais pas à quel niveau vous la voyez, mais vous avez cité 2 éléments importants, les Jeux Olympiques et l'exposition universelle. Il se trouve que par la loi,
la métropole a la compétence des Jeux Olympiques, c'est-à-dire la préparation des grands événements sportifs et culturels internationaux et de l'exposition universelle. Ce n'est pas nous qui faisons tout, bien sûr, mais nous sommes intégrés dans le dispositif puisque la loi nous donne la compétence. Et là, il y a une compétition, forcément. Et nous sommes porteurs, derrière le mouvement sportif, de l'image de la France pour les Jeux Olympiques, mais techniquement, la métropole a accepté de construire d'être maître d'ouvrage pour le seul équipement durable des Jeux Olympiques. Tous sont des équipements éphémères, sauf la piscine olympique qui sera construite à Saint-Denis et qui, elle, est un bassin qui perdurera et qui restera dans la vie de la ville et de la métropole. C'est la métropole qui est maître d'ouvrage pour sa construction. Nous sommes en train de négocier avec la ville de Paris, qui est propriétaire des terrains à Saint-Denis, de la ZAC que nous allons créer autour de la piscine pour mettre en place les éléments d'animation du futur bassin en dehors des Jeux Olympiques, si on a les Jeux Olympiques, parce qu'après les Jeux, il faut qu'ils vivent. Il faut donc qu'il y ait de l'animation, il faut qu'il y ait de la commercialisation, il faut qu'il y ait de la rentabilité. Nous sommes déjà en train de préparer tout ça. Bien, et on laisse le mouvement sportif s'occuper de la promotion de la France pour les Jeux. Ils font ça très bien. Sur l'exposition universelle, donc moi je siège au bureau du GIP pour les Jeux Olympiques. Sur l'exposition universelle, c'est Michel Herbillon, le maire de Maisons-Alfort, Michel Herbillon, qui va représenter la métropole au bureau de l'exposition universelle. Et je serai son suppléant, on se répartit la tâche. Et là aussi, nous sommes en train de préparer le groupement qui va faire en sorte de regrouper la région Île-de-France, la ville de Paris, l'État, etc., et la métropole, pour créer ensuite le jury qui choisira parmi les sites que vous avez cités, effectivement, celui que nous considérons comme le plus opérationnel. Et moi, j'ai une confiance totale à Michel Herbillon qui va... Maisons-Alfort a un site qui est candidat, je crois, un peu à côté, là-bas, dans le Val-de-Marne. Ils ont des idées très précises. Et j'ai une confiance totale pour nous représenter. Et nous aurons des discussions au sein des conseils métropolitains. La métropole, c'est quand même 4 millions d'emplois. C'est le premier pôle d'emploi d'Europe, la métropole du Grand Paris. Je ne parle pas de la ville de Paris, je ne parle pas de la région, je parle de la métropole. Premier pôle d'emploi d'Europe. Deuxièmement, elle représente, la métropole, 23% du PIB de la France. C'est pas rien. Et 75% du PIB de la région Île-de-France. C'est pas rien non plus. Donc, nous sommes tout à fait dans une logique de compétition avec nos partenaires. Et nous sommes allés l'autre jour à Londres en délégation avec M. Mestralet, qui est le patron d'Europlace, qui est une organisation qui s'est mise en place pour défendre la place de Paris, de la métropole du Grand Paris, ou de la région Île-de-France, si vous voulez, mais la place de Paris, dans le cadre de la suite du Brexit. Et nous avons créé un guichet unique, ensemble, avec la région Île-de-France, Valérie Pécresse, la ville de Paris, Anne Hidalgo, moi-même, la métropole, l'État, le Premier ministre Valls. Nous avons créé un guichet unique. Chaque de ces entités que je viens de citer a mis une personne à disposition de ce guichet unique. Il siège dans le 19e arrondissement et ça se passe très bien parce qu'il reçoit les accueils, les coups de téléphone ou les courriers des entreprises d'Angleterre qui veulent se relocaliser en France et ça marche bien. C'est même assez impressionnant de voir qu'il y a un courant qui est en train de se faire vis-à-vis de ces entreprises. Et nous sommes allés à Londres l'autre jour, tous ensemble. Valérie Pécresse était là et moi-même, la ville de Paris, c'était Jean-Louis Missica qui représentait Madame Hidalgo et un représentant de l'État, pour rencontrer avec Mestralet, M. Mestralet, les chefs d'entreprise à Londres qui sont venus, très nombreux à la réunion que nous avons faite, et qui s'est passée en anglais et dans des conditions assez exceptionnelles et sympathiques. Et nous avons passé une journée, enfin 3/4 de journée, à être en contact avec ces entreprises-là. Donc on le voit, c'est à la fois des échanges, des partenariats et aussi de la compétition. Et de la compétition aussi. Nous sommes dans l'action. Mais après, par courtoisie, je suis allé rencontrer le président de la métropole de Londres, au City Hall de Londres. Il m'a expliqué tout ce qu'ils font là-bas, parce que je ne suis pas allé là-bas, moi, en tant que président de la métropole, pour agresser nos amis anglais et la métropole de Londres. Nous sommes simplement allés là-bas pour dire à ceux qui veulent tirer les conséquences du Brexit, garder le passeport européen pour leur activité économique, c'est ça qui est important, parce qu'ils ne pourront plus l'avoir en Angleterre. Si vous voulez venir en Europe pour continuer à avoir le passeport européen et travailler, intégrer dans l'Europe, venez plutôt à Paris qu'à Francfort. Parce que la vraie compétition pour Paris, c'est Francfort. C'est plus Londres, puisque Londres ne sera plus dans le coup.
au niveau de place financière. Toujours dans cette dynamique d'attractivité du territoire, je voudrais vous interroger, Patrick Ollier, sur l'aspect culturel. Y a-t-il déjà des actions qui ont été mises en place par la métropole ? Alors sur le plan culturel, notre compétence n'est pas aussi évidente que ça. Mais nous avons une compétence culturelle néanmoins. Et c'est Madame Danielle Prémel que nous avons chargée, qui est membre du Front de gauche d'ailleurs, qui est vice-présidente, qui est élue à Paris et qui s'occupe très bien de ce développement culturel. Elle est en train de préparer, alors c'est modeste, mais c'est très important, parce que c'est une manière pour nous d'entrer dans la culture. Un passe-musée métropolitain. Vous voyez ? Il y a 90 musées sur l'aire métropolitaine, et Daniel est en train de travailler avec nos services, et les services de l'État d'ailleurs, parce qu'il y a des musées d'État, pour faire en sorte qu'il y ait un passe-musée unique que vous aurez, et puis avec ce passe-musée, vous entrerez gratuitement dans tous les musées du réseau. À un prix, bien sûr, ce passe-musée aura un prix tout à fait accessible. Et nous sommes en train de mettre en place l'ensemble des autorisations pour que ce passe-musée soit lancé dans la deuxième partie de l'année 2017. Vous voyez qu'on est en train de travailler là-dessus. Et ça, c'est pour le premier acte culturel. L'exposition universelle, c'est le deuxième acte. Voilà. Et nous sommes en train de réfléchir à d'autres initiatives que nous pourrions prendre au niveau des bibliothèques notamment. Alors ensemble, nous avons évoqué, grâce aux questions des internautes qui avaient été déposées sur le site de la métropole, les 5 grandes compétences sur lesquelles vous travaillez, mais nous avons quand même sélectionné quelques questions très pertinentes et très précises que je vais vous laisser découvrir dans un instant. Il y a notamment des questions qui portent sur la démocratie participative ou encore la participation et l'implication de la société civile à la métropole. Une première question pour vous, Emmanuel Eschliman, qui est posée par Oriane. Alors Oriane habite Guibville dans l'Essonne, je pense que ça s'inscrit sur votre écran. Et cette habitante de Guibville voudrait savoir à quel degré seront prises en compte les recommandations des représentants citoyens du CODEV. Le CODEV, c'est le Conseil de développement. Alors d'abord, c'est vrai que c'est important qu'on ait pu mettre en place ce conseil de développement. C'est une vraie démocratie participative. Parfois, dans des collectivités, on a des démocraties participatives de façade. Parfois, on a des démocraties participatives très lourdes en fonctionnement et qui finalement ne se réunissent jamais ou qui n'aboutissent à rien. On a voulu le CODEV de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus souple, avec un tirage au sort de représentants citoyens, 24. On a eu 600 candidatures. Et donc 24 citoyens qui ont été tirés au sort, 2 par territoire membres de la métropole, avec évidemment une compétence propre pour ces personnes-là qui peuvent faire des suggestions, des propositions, donnent des avis sur un certain nombre de faits et de compétences de la métropole. Mais également, tout ça fonctionne avec un comité d'experts possible sur différents sujets techniques. Et donc, le CODEV peut faire appel à un groupe d'experts ou tel sujet qui peut être assez pointu. Et donc, là aussi, pour aboutir sur des recommandations précises, parce qu'il ne s'agit pas simplement que ce soit des grandes thématiques ou des grandes phrases dans l'air du temps. L'objectif de cet organisme-là, la vraie démocratie participative, c'est de pouvoir participer au fonctionnement de la démocratie avec des décisions concrètes en aboutissement. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect contrôle aussi, puisqu'il y a des discussions qui vont être faites entre les membres du CODEV et les vice-présidents et le président. Donc voilà, c'est un organisme complètement immergé à l'intérieur de la métropole, avec cet objectif d'abord d'une plus grande transparence aussi, parce que il y a beaucoup de choses qui se font, le président l'a évoqué, mais parfois ça peut être technique, parfois ça peut être mal compris par les citoyens. Donc échanger avec les citoyens eux-mêmes, représentatifs, et pouvoir améliorer la communication, pouvoir améliorer les décisions. Voilà, c'est ça tout l'objectif du CODEV. Donc oui, c'est un vrai organisme qui est pris au sérieux par le président, par les vice-présidents, et ça se traduira d'ailleurs, à mon avis, très, très, très vite dans la pratique, avec des décisions qui seront prises en commun. C'est au mois de mars qu'on va lancer. Mais ce que dit Manuel est très important, parce que là, il a parlé des tirages au sort. C'est un homme et une femme par territoire. On a veillé à la parité. Je te remercie. Et il y a 80 personnes qui sont nommées par la présidence et la loi, qui vont entrer dans ce CODEV, qui est là aussi pour donner des conseils, des avis et des suggestions. Et ce qu'on veut avec M. Philippe Laurent, qui sera mon délégué, le maire de Sceaux,
qui sera le délégué du président pour être en relation permanente avec le CODEV. Ce que nous voulons, c'est que ça soit tellement interactif qu'un certain nombre d'initiatives que nous proposera le CODEV soient mises en œuvre très rapidement. Voilà, c'est ce que vient de dire Manuel. On ne veut pas faire quelque chose, tu le tutu, chapeau pointu, parce qu'on a l'habitude des choses qui ne servent à rien. Et là, nous voulons quelque chose, comme on l'a démontré en un an, pour faire ce que nous avons fait à quelques-uns pour la métropole, faire encore plus avec des spécialistes qui vont nous apporter leur expertise et leurs idées, et des jeunes en plus, qui sont représentatifs de différentes activités, y compris dans le domaine de tout ce qui sont les nouvelles technologies, le numérique. Et voilà, parce qu'on m'a beaucoup interpellé sur le concours Inventons la métropole, sur les smart cities, etc. Maintenant, je suis hyper branché là-dessus. Je vous invite à prendre connaissance tout de suite d'une deuxième question qui nous arrive ici sur l'écran. C'est une question de Josette. Nous n'avons que le prénom, bien sûr. Josette habite d'Ormesson-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, évidemment. La métropole va-t-elle alourdir ou diminuer nos impôts, Patrick Ollier ? Déjà, elle ne va pas les alourdir. Donc c'est déjà une bonne chose. Les diminuer, j'en suis pas sûr, parce qu'on n'a aucune compétence en matière d'impôts. Ça tombe bien. Car tous ceux qui disent que nous sommes une couche supplémentaire se trompent. Car une couche dans le millefeuille est une couche qui décide de la fiscalité. Une commune décide de la fiscalité, un département décide de fiscalité, la région décide de fiscalité, l'État décide de fiscalité, pas la métropole. J'aurais bien aimé qu'on nous donne le pouvoir de créer de la fiscalité. Ça nous aurait donné plus de moyens financiers. Ce n'est pas le cas. C'est un choix. Nous recevons la CVAE, qui est une partie de l'ancienne taxe professionnelle que payaient les entreprises. Et cette CVAE nous est restituée par l'État, par la loi, mais ce n'est pas nous qui fixons les taux. Donc, je suis désolé pour la demoiselle qui a posé cette question. Je ne peux ni augmenter ni diminuer ces impôts, parce que justement, nous ne sommes pas une couche supplémentaire au millefeuille. Nous ne décidons pas de l'impôt. Une autre question qui va apparaître sur votre écran. Isabelle de Vitry-sur-Seine. Deux questions en une, peut-être bien. Vous avez peut-être en partie répondu d'ailleurs à la question d'Isabelle de Vitry-sur-Seine. La métropole me rajoute-t-elle une couche inutile au millefeuille administratif ? Vous avez eu la réponse, une partie de la réponse. Et puis il y a également Philippe de Nanterre. La métropole ne prive-t-elle pas les communes de ressources de fonctionnement, d'investissement ? Non, alors je vais répondre globalement aux deux intervenants. Alors je répète, nous ne sommes pas encore... Ce terme de millefeuille, j'imagine que vous l'entendez souvent. Oui, d'accord, mais ce n'est pas parce qu'on me pose la question que je vais dire que c'est agaçant. Mais c'est vrai que ceux qui ne veulent pas la métropole parce qu'ils en ont peur, ceux qui ne veulent pas de la métropole parce qu'ils ne veulent pas que ce soit les maires qui décident pour leur territoire, nous on veut que ce soit les maires. Bien, parce que nous sommes une assemblée de maires. Donc se servent de l'histoire du millefeuille. Bien, nous ne sommes pas le millefeuille pour deux raisons. Je le répète parce qu'on ne lève pas l'impôt, mais la deuxième raison, c'est que nous n'avons pas d'administration. Il y a des métropoles qui existent déjà, je ne veux pas les citer, je ne veux pas créer de jalousie avec qui que ce soit, qui sont en train de substituer leur administration à celle des communes, petit à petit, parce qu'elles sont déjà un peu intégrées. Alors regardez la métropole de Lyon, pour citer un exemple. Bon, je cite quand même. Et il y a des métropoles qui ont des antennes métropolitaines dans les communes, parce qu'elles commencent effectivement à mutualiser les choses. Alors on verra dans 10 ou 15 ans si on le fait un jour nous aussi, pourquoi pas, mais ce n'est pas pour l'instant le cas. Et donc, ces métropoles-là dépensent énormément d'argent parce qu'elles ont une administration qui coûte cher et qui se substitue, tant que faire se peut, à celle des communes. Ce n'est pas notre cas. Nous avons 40 personnes à la métropole pour 7 millions d'habitants. Nous sommes une boîte à idées. Nous sommes une source de stratégie. Nous créons les schémas que nous créons. Nous indiquons les stratégies dans tous les domaines dans lesquels les communes doivent s'intégrer. Nous sommes un levier pour l'investissement. Avec le fonds d'investissement métropolitain, on va donner des subventions pour créer de la valeur ajoutée, de la richesse et donc de l'emploi. Et nous sommes là pour coordonner et pour harmoniser, faire en sorte que ce qui est bien fait dans l'Est soit fait aussi dans l'Ouest. Et ce qui est bien fait dans le Nord soit bien aussi fait dans le Sud. La coordination pour éviter qu'on dépense moins d'argent pour l'intérêt de nos habitants. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que nous soyons un échelon supplémentaire. Et la deuxième question, c'était le Grand Paris ne prive-t-elle pas, la métropole du Grand Paris ne prive-t-elle pas les communes de ressources de fonctionnement et d'investissement ? Vous la reposiez pour que ça soit bien clair, parce que c'est absolument pas ça. D'abord, mais c'est vrai qu'il faut que Manuel nous organise rapidement les réunions dans les communes pour qu'on explique tout ça, parce que maintenant nous sommes prêts.
Nous recevons à peu près 4 milliards d'euros de CVAE, du budget. Nous 3 milliards et quelques. Nous restituons immédiatement à toutes les communes la CVAE qu'elles recevaient l'année d'avant. C'est-à-dire que si d'aventure la commune a moins de CVAE cette année, on paye quand même la CVAE qu'elle avait l'année d'avant. C'est-à-dire qu'on compense sur notre propre budget de fonctionnement. C'est-à-dire que non seulement on ne prive pas les communes de ressources, mais on compense celles qui risquent d'en perdre par une baisse de la CVAE. Parce que la CVAE, c'est un peu c'est lié à la croissance, des fois ça baisse, des fois ça monte, c'est tout à fait aléatoire. Donc on ne peut pas dire qu'on prive les communes. Deuxièmement, nous avons un fonds d'investissement qui n'est pas énorme, mais enfin 70 millions. Cette année, ça va monter avec les reliquats de l'année dernière à 120 millions. Cette année, on va distribuer 120 millions, c'est quand même pas rien. On va distribuer à qui? Aux communes, avec un argent qu'elles n'auraient pas reçu de toute manière, et que nous on a, et qu'on leur donne dans des subventions qui leur permettent de boucler, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, des dossiers qu'elles ne pourraient pas boucler si nous n'étions pas là. Donc pour ces deux raisons que je viens d'expliquer, qui me semblent assez claires, nous ne privons personne de rien. Au contraire, nous donnons des moyens supplémentaires en fonction de nos propres moyens, nous. Une autre question, je pense, qui va s'afficher sur nos écrans, c'est une question d'Isabelle de Vitry-sur-Seine. La métropole, alors métropole du Grand Paris, le nom me gêne, dit Isabelle de Vitry-sur-Seine. Il suggère qu'à terme, les communes impliquées seront phagocytées par Paris. Qu'en sera-t-il dans 10 ou 20 ans? Ah là là! Alors est-ce qu'il aurait fallu créer la métropole du Grand Asnières ou la métropole du Grand Rueil-Malmaison? Bon, bien sûr qu'on a créé la métropole du Grand Paris parce que Paris est quand même la capitale de la France. C'est pas ni Vitry-sur-Seine, ni Ivry-sur-Seine, ni Rueil-Malmaison, ni Asnières, la capitale de la France, c'est Paris. Et donc la métropole, c'est la zone dense autour de Paris parce que c'est Paris qui a continué à grossir sans que la ville elle-même ne continue à grossir. Je ne sais pas si je peux montrer ce schéma à la télévision. Parce que c'est intéressant de montrer, parce que les inquiétudes de cette personne, je les comprends. Paris, c'est la zone dense. Vous voyez l'écran? Oui, c'est à l'écran. Paris, ça commence avec Lutèce, 9 hectares. C'est la zone dense de l'époque, 9 hectares, vous vous rendez compte? Et en 310 après Jésus-Christ, Paris s'appelle Paris, Lutèce s'appelle Paris, et fait 39 hectares. Vous vous rendez compte? 39 hectares. Et après, vous voyez le cône, c'est un cône. C'est la zone dense qui grossit, et la ville de Paris qui grossit en même temps. Parce qu'à l'époque, il y avait des rois, puis après un empereur, et personne ne se préoccupait de la démocratie locale. Et puis on intégrait tout ce qui était dans la zone dense dans la ville de Paris, point final. Même si les petites communes qui existaient n'étaient pas contentes. Jusqu'au jour où on arrive ici, là, en 1970 à peu près, où Paris fait 10 000 hectares. Vous voyez, de 9 hectares, on passe à 10 000. Et puis la démocratie fonctionnant, la zone dense continue à grossir autour de Paris. Mais Paris reste Paris, 10 000 hectares, et Paris est toujours à 10 000 hectares, 500 et quelques hectares. Et la zone dense fait 90 000 hectares. Et s'il y avait toujours un roi de France, avec les mêmes pouvoirs qu'à l'époque, les 90 000 hectares seraient dans Paris. Et ça s'appellerait Paris. Parce que Rueil-Malmaison aurait disparu, Asnières aussi, comme à l'époque des fortifications Thiers, qui s'est marqué 7 000 hectares, à l'époque de Thiers, en 1841, eh bien, ils ont absorbé Passy, Auteuil, etc., qui étaient des communes comme Asnières et Rueil. Et personne n'a posé de questions parce qu'il y avait un patron là-haut, ils disaient c'est comme ça, et on ne discute pas. La démocratie à l'époque n'existait pas. Voilà. Bien. Donc je montre ce schéma pour qu'on comprenne bien que ce qui se passe, c'est que cette zone dense qui a grossi, mais que la ville de Paris étant restée ce qu'elle est, il faut la gérer entre maires qui ont le pouvoir sur leur territoire. Alors ça pourrait être un seul maire qui serait le maire de Paris. Ben, il y en a 131. Donc les 131 se retrouvent entre eux, et au passage, le mois prochain, je réunis l'Assemblée des maires, mais uniquement les maires, les 131, pour justement rentrer dans de la programmation pour la métropole et de la stratégie globale pour l'ensemble de la métropole. Car je veux que ce soit eux, les maires, qui me disent à moi, le président, voilà Patrick, dans quelle direction on veut aller. Voilà ce que nous, maires, on veut pour l'avenir. Et à partir de là, je ferai en sorte que le bureau respecte les instructions des maires, car le patron de la métropole, c'est pas moi, ce sont eux. C'est nous tous ensemble. Alors cette jeune femme pose une question d'avenir. Et pourtant, Dieu sait si je suis contre ça. Je n'imagine pas que ma ville de Rueil-Malmaison disparaisse. Je ne veux pas que ma ville de Rueil-Malmaison soit un quartier de Paris. Vous voyez comment je suis. Je pense que
Pour Asnières, tu es pareil que moi. Absolument. Et tous les maires sont dans cette logique-là. Mais je pense que dans, 60, 80 ans, un siècle peut-être, forcément, l'évolution fera ce que dit cette jeune personne, en sorte que la métropole de Paris s'appelle le Grand Paris, tout simplement. Et il représente une seule entité unique. C'est la logique de l'avenir à un siècle devant nous, parce qu'on a mis quand même beaucoup de temps pour en arriver, nous en sommes. Mais bien sûr, certainement pas aujourd'hui, et certainement ceux qui sont ici ne verront jamais ça. Mais je pense que nos descendants, un jour, le verront, parce que c'est inéluctable. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les autres métropoles du monde entier, Que nous évoquions tout à l'heure. où ils ne s'embarrassent pas de tous ces problèmes de démocratie locale que nous avons avec les 131 villes. Et d'ailleurs, le président de la métropole de Londres était extrêmement étonné quand je lui ai expliqué tout ça. Parce que les Anglais, à côté, il y a Belle-Lurette, qu'ils ont supprimé tout ça, et qu'il y a seulement les boroughs, les quartiers, qui sont au niveau d'une quinzaine, et qui, ensemble, se mettent d'accord pour un conseil métropolitain de la métropole du Grand Londres, qui est exactement pareil que Paris, 15 personnes pour la diriger. Voilà. Nous sommes 30 au bureau. Cherchez l'erreur. Vous avez, je pense, bien répondu à la question qui était posée par cet internaute. Nous arrivons presque au terme de cette émission. Je le disais en préambule, Manuel Aeschlimann, vous êtes un petit peu à l'initiative de ce rendez-vous. Tout à fait. Tout à fait. C'est lui qui me l'a imposé. Alors, quels sont les autres moyens de connaître les actions de la métropole du Grand Paris aujourd'hui ? D'abord, je pense que vous avez vu que ce rendez-vous aujourd'hui était important. Hein. La preuve, les internautes ont posé des questions et ils ont pu être éclairés sur des sujets très précis et très concrets, donc ça a son utilité. Les autres moyens, d'abord, il y a le premier qui est de venir assister à une séance de la métropole, hein, c'est public, donc les citoyens peuvent venir, et d'ailleurs ils y trouveront grand intérêt, je pense, parce qu'on voit ce qu'expliquait tout à l'heure le président Ollier, c'est-à-dire des élus de bords différents, de sensibilités politiques différentes, qui travaillent ensemble, et ça c'est suffisamment rare pour être noté. Il y a aussi évidemment le site internet sur lequel on peut retrouver en direct la séance publique qui est filmée et qui est retransmise. Mais vous avez aussi les moyens traditionnels, enfin traditionnels pas pour tout le monde, mais en tout cas nous, ils le sont pour nous, c'est-à-dire Facebook, Twitter, et puis une newsletter aussi que nous mettons en place, que nous avons commencé à développer, à diffuser. D'ailleurs j'invite tous ceux qui nous regardent à s'inscrire à cette newsletter, s'ils le souhaitent, en s'inscrivant sur le site de la métropole. Parce que c'est important aussi que, sous la forme d'une newsletter, en effet, on puisse avoir des informations régulièrement sur l'évolution, sur les choses qui sont faites par la métropole. Parce que vous l'avez vu, la métropole fait beaucoup de choses et il s'agit aussi de communiquer pour qu'il y ait un flux régulier d'infos qui puisse arriver vers les citoyens et les habitants de ce grand périmètre. Patrick Ollier, un mot de conclusion peut-être au terme de cette rencontre ? Conclusion, parce que je vois que le temps passe, mais c'est tellement passionnant. Et on est tous les deux, on est passionnés pour la réponse aux citoyens. On n'aurait jamais pu faire ça s'il n'y avait pas eu les efforts collectifs des différentes forces politiques. Et moi, je me souviens de réunions qu'on a eues en grand secret avec les dirigeants communistes de la région, dirigeants socialistes, dirigeants UDI, dirigeants républicains. On a mis beaucoup de temps et je me suis rendu compte, enfin beaucoup de temps, 3 semaines, qu'en définitive, ça a été beaucoup plus facile que ce que je pensais. Parce qu'on était entre maires et qu'on ne parlait pas de politique politicienne, on parlait de nos territoires de maires. Et sincèrement, tout à l'heure, la personne parlait agacée de s'appeler le Grand Paris. Moi, je suis reconnaissant à Anne Hidalgo, la maire de Paris. Je suis républicain, elle est socialiste. Elle est la maire de la capitale. Eh bien, on travaille avec elle et ses équipes d'une manière tout à fait transparente et ouverte. Depuis 1 an, il n'y a pas eu d'anicroche. Pourtant, nous sommes durs dans les négociations. Je ne suis pas spécialement tendre, elle n'est pas spécialement tendre, tout le monde le sait, parce qu'elle a du caractère. Eh bien, dans des discussions franches avec elle, on n'a jamais eu de problème pour que la ville de Paris, qui est quand même dans la métropole un monstre de 2 millions d'habitants, Paris quand même, fasse obstacle à l'évolution de la métropole aussi rapide qu'on a pu la mettre en œuvre. Et moi, j'en suis reconnaissant à toutes les équipes de Paris. Et je me suis même rendu compte que l'opposition de Paris avait évolué, qui siège à la métropole par rapport à ses relations, et rentré dans un schéma constructif lorsqu'il s'agit de la métropole. Ce que tu disais tout à l'heure, Manuel. C'est formidable de voir que le fait d'être confronté à l'action ensemble, brutalement, fait disparaître les tensions. Et c'est valable aussi pour nos camarades, vous voyez, communistes du front de gauche, ou le compagnon des Républicains. Regardez André Santini, qui est le vice-président à l'économie.
c'est un homme formidable, André Santini, le maire d'Issy-les-Moulineaux. Eh bien, il apporte énormément sur le plan de développement économique. Moi, je lui fais une confiance totale. Avec Éric Césari, qui est élu pas loin de Rueil-Malmaison, à Courbevoie, qui est un vice-président qui s'occupe des quartiers d'affaires, où Georges Siffredi, on l'appelle le clan des Corses. Ils sont Corses tous les trois. Ils sont dans les Hauts-de-Seine tous les trois. Tant mieux, parce qu'ils sont en train de travailler sur les zones artisanales, sur les quartiers, pas quartiers d'affaires, c'est plutôt zones d'activité économique, zones artisanales que l'on souhaite développer, car on va avoir à définir dans les mois suivants, je rappelle ce qu'on a dit, l'intérêt métropolitain, c'est la loi, pour des activités de développement économique. Ce qu'on veut, c'est aider à créer de la valeur ajoutée. Pourquoi ? On crée de la richesse et on crée de l'emploi. C'est ça qu'on veut faire. C'est pas simplement être là pour administrer, c'est pour être dynamique. Et à partir de là, si on arrive à déterminer l'intérêt métropolitain pour des ZAC, pour des zones artisanales, c'est formidable. Ils sont en train de le préparer. Ils vont nous sortir, j'espère, d'ici 6 mois, un plan d'action à ce niveau-là. Alors, je ne vais pas citer tous les vice-présidents, parce qu'il y en avait, par exemple, Patrick Brauzek, le président de Pleine Commune, qui est vice-président chargé de la logistique. Il est en train de travailler un plan de logistique pour toute l'aire métropolitaine. Et ça va décoiffer quand on va le sortir, ce plan de logistique, parce que c'est très important dans le cas des transports, au niveau de l'ensemble de l'aire métropolitaine. C'est aussi très important dans le cas de la pollution, d'organiser la logistique et les transbordements de toutes les grosses activités économiques pour les transports des marchandises, etc., etc. Voilà, donc je ne veux pas conclure là-dessus, mais je voulais simplement signaler qu'en dehors de tout ce qu'on a dit en l'espace de 3 quarts d'heure, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui se mettent en place grâce à ces maires qui n'ont pas les mêmes idées politiques que moi ou que M. Aeschlimann, et comme l'a dit Manuel très bien tout à l'heure, travaillent autant que nous, et nous ne nous rendons même pas compte qu'on a des différences à ce moment-là. Je cite un dernier, parce que sinon je n'aurais pas cité d'écologiste. Daniel Breuiller, qui était le maire d'Arcueil, et qui a organisé le premier concours des miels de la métropole. Qu'est-ce qu'on ne s'est pas foutu de moi quand j'ai annoncé le concours des miels de la métropole ? Et il m'a dit, pourquoi tu t'intéresses à ça ? Mais parce que les abeilles, les miels, le développement durable, et si on ne fait pas la relation à tout ça, si on n'est pas d'accord pour réintégrer l'agriculture dans le périmètre de la métropole, on a tout faux. Moi, je suis d'une famille de paysans périgourdins. Je sais ce que c'est que l'agriculture. Et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir nous-mêmes la volonté de démontrer qu'on peut, on a subventionné à 1 million d'euros une tour maraîchère à Romainville. Vous voyez, une tour maraîchère, ça serait la première de la métropole. C'est pas rien. Je ne sais pas exactement comment ça va se faire, mais je sais que ça va se faire. C'est très complexe. Bien. Eh bien, Daniel Breuiller a fait le premier concours des miels de la métropole. On a été surpris de voir près de 80 miels différents produits sur l'aire métropolitaine. Et Rueil-Malmaison en a proposé 3 au concours. On n'a même pas eu un prix, vous voyez. Je suis très vexé. Donc, on s'intéresse à énormément de choses en l'espace de 11 mois. Ouais, c'est tout ce que je voulais dire. Alors en conclusion, si je peux dire un mot, d'abord c'est remercier l'ensemble de ces maires dont j'ai parlé, et tous ceux dont je n'ai pas parlé, qui, d'une manière enthousiaste, incontestablement, sceptiques au départ, et aujourd'hui plutôt convaincus et enthousiastes pour le développement de la métropole. Je les remercie de leur engagement, parce qu'ils s'engagent dans l'intérêt de leur population. Et c'est ça qui m'intéresse. Le service public. Nous sommes au service de ces 7 millions d'habitants. Et nous avons une mission extraordinaire parce que c'est une mission historique. On construit quelque chose qui n'existe pas. Et en plus dans la capitale de la France, ou pour la capitale de la France. Donc cette mission, on est décidé à la poursuivre jusqu'à son terme. Moi, je quitte mes fonctions de député, je ne me représenterai pas, pour pouvoir rester maire de ma ville, parce que je préfère ma ville aux ors du Parlement. J'en profite pour le dire. Mais aussi pour rester président de la métropole, si vous voulez même me garder jusqu'à la fin du mandat, pour aller jusqu'au bout de la mise en œuvre de cette métropole et de sa mutation qui doit certainement intervenir pour la renforcer, certainement pas pour la faire disparaître. Alors tous ensemble, regardons l'avenir, parce que c'est là que nous attend. Merci beaucoup Patrick Ollier, merci Manuel Aeschlimann, merci d'avoir répondu à cette invitation, merci à vous de nous avoir suivis, et je rappelle que cette émission a été bâtie en fonction des questions que vous aviez déposées sur le site de la métropole, et si malheureusement par manque de temps nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions posées, sachez qu'une réponse personnalisée sera apportée par les équipes de la métropole du Grand Paris. Je tiens également à remercier les équipes qui ont préparé et réalisé cette émission, ce premier direct depuis la métropole du Grand Paris. Sachez que l'émission reste visible, bien sûr, en VOD sur le site métropolegrandparis.fr. Bonne soirée. Merci beaucoup, messieurs. Merci.